Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouvel atelier dédié aux nouvelles obligations déclaratives organisé par les entreprises pour la cité. On est ravis de vous avoir aujourd'hui avec Mathilde. Vos micros ont été coupés volontairement puisque je vous laisserai plutôt converser dans l'onglet à droite de votre écran. C'est d'ailleurs Clément Dufour que je remercie, qui est donc membre de notre équipe, qui va se charger de modérer ce chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, vos remarques dans le chat à droite. Ce sera beaucoup plus fluide que de prendre la parole à l'oral, étant donné que vous êtes assez nombreux malgré tout. Sachez également que ce webinaire, cet atelier est enregistré, donc voilà, libre à vous d'activer votre caméra. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Oriane Austin, chef de projet mécénat et investissement citoyen au sein des entreprises pour la cité. Je vais co-animer cet atelier avec Mathilde Delaunay, avocate au sein du cabinet Guillemin-Flichy, que je vais laisser se présenter. Merci beaucoup Oriane pour cette présentation. Donc effectivement, j'ai le plaisir de co-animer ce matin cet atelier dédié aux obligations déclaratives qui incombent aux entreprises mécènes. Je connais certains d'entre vous, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Mathilde Delaunay. Je suis avocate depuis un peu plus de 10 ans. Et j'ai toujours travaillé dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai toujours accompagné des associations, des fondations ou des porteurs de projets d'intérêt général. Et donc, j'anime cette expertise au sein du cabinet Guillemin-Flichy. Merci Mathilde. Sans plus attendre, on va vous présenter donc le programme de cet atelier, de cette matinée. On va débuter par la présentation de cette obligation de déclaration et de ses enjeux. On passera ensuite à la valorisation des contreparties, un sujet complexe pour tous. Et également, on vous parlera des bonnes pratiques qui peuvent exister pour les mécènes pour justement s'assurer que les contreparties sont bien valorisées, bien déclarées. Et ensuite, on passera à une troisième partie dédiée au formalisme de la déclaration. On s'attachera vraiment finalement au remplissage du formulaire. Comme je vous le disais, un temps à la fin de ce webinaire sera dédié aux questions et aux réponses. Donc, il ne faudra surtout pas hésiter à poser toutes vos questions dans le chat. Et puis, on vous présentera nos prochains temps forts, notamment en décembre. Alors, merci. Voilà. Ouais, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas très fluide pour l'instant, le temps de se roder. Merci Oriane. Donc, alors, effectivement, pour commencer, on va vraiment faire une première partie qui va être une remise en contexte. Donc, ça va vraiment être de rappeler des concepts de base. Donc, dans cette première partie, je pense que vous n'allez rien apprendre de nouveau, mais c'est vraiment un rappel des fondamentaux. Donc, en France, on le sait, il y a deux régimes du mécénat, le régime du mécénat des particuliers et le régime du mécénat des entreprises. Aujourd'hui, on ne va parler que du régime du mécénat d'entreprise, puisque c'est celui qui vous intéresse, et aussi parce qu'il y a uniquement les entreprises mécènes qui sont obligés de faire la nouvelle obligation déclarative dont on va parler aujourd'hui. C'est vraiment une spécificité du mécénat d'entreprise. Un particulier mécène n'a pas à s'acquitter de cette obligation. Alors, pour rappeler rapidement ce qu'est le mécénat d'entreprise, donc c'est un dispositif qui est prévu par l'article 238-10 du Code général des impôts et qui consiste pour une entreprise à soutenir un organisme éligible qui remplit les critères posés par cet article 238-10, donc qui est d'intérêt général, et qui ouvre droit pour l'entreprise mécène à une réduction d'impôt dans une limite de dons de 20 000 € pour les TPE-PME ou de 0,5% de son chiffre d'affaires si ce montant est supérieur. Et donc, ça lui ouvre droit à une réduction d'impôt d'un montant de 60% du montant du don, ce taux descendant à 40% au-delà de 2 millions d'euros de dons annuels, donc ce qui concerne les très gros mécènes, sauf si les dons sont consentis à des organismes dits loi Coluche, mais c'est un tout autre sujet qui pourrait faire l'objet d'une présentation dédiée.
Donc, on l'a vu, vraiment, l'objet du mécénat, c'est l'absence de contrepartie, c'est le principe de base, c'est l'intention libérale du mécène. Une entreprise mécène, quand elle s'engage dans un projet de mécénat, l'esprit, c'est que vraiment, elle n'attend aucune contrepartie directe ou indirecte du soutien qu'elle va octroyer. Alors ça, c'est évidemment la théorie, mais en pratique, ça ne se passe pas comme ça, puisqu'il y a des exceptions qui sont admises, qui peuvent être des contreparties donc qui sont soit des contreparties symboliques, soit des contreparties valorisables, matérielles ou immatérielles. Les contreparties symboliques ou institutionnelles, c'est vraiment les contreparties de remerciement. On va remercier l'entreprise mécène, c'est vraiment très informel. On va l'inviter à participer à un CA, on va lui envoyer une newsletter. Donc, c'est vraiment du domaine du symbolique. Les contreparties qui vont être valorisables, ça va être des contreparties qu'on va pouvoir évaluer en argent. Et on a une règle, il faut que la contrepartie reste disproportionnée par rapport au montant du don. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un don avec une contrepartie équivalente parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'intention libérale, il n'y a pas de don. Alors, l'administration fiscale pose une règle pour le mécénat des particuliers qui est que la valeur de la contrepartie reçue ne peut pas dépasser 25% de la valeur du don. L'administration fiscale, la doctrine administrative ne pose pas exactement la même limite pour le mécénat d'entreprise, mais il est d'usage de se reporter à ce seuil des 25%. Donc, c'est en général ce seuil des 25% auquel on se réfère pour jauger la valeur de la contrepartie. J'attire juste votre attention sur le fait que c'est un usage et que ni l'administration fiscale ni le juge ne sont liés par cette règle. Donc, il peut y avoir une appréciation en pratique qui peut être plus stricte que pour le mécénat des particuliers. Depuis la loi de finances 2019, donc, il y a une nouvelle obligation qui est venue peser sur les épaules des entreprises mécènes, qui est une obligation de déclaration des dons qu'elles font à des organismes éligibles. Alors, cette nouvelle obligation, elle s'inscrit vraiment dans une tendance de plus en plus de transparence, de plus en plus de contrôle, en fait, pour avoir une meilleure visibilité de l'utilisation des fonds dans le cadre du mécénat. Donc, cette règle, donc, elle a été posée par la loi de finances pour 2019. Elle oblige les entreprises mécènes, pour leurs dons faits depuis le 1er janvier 2019, lorsqu'elles font plus de 10 000 € de dons annuels dans le cadre du mécénat, donc à déclarer la valeur et la date des dons qu'elles font, l'identité des organismes bénéficiaires, la valeur et la nature des contreparties directes et indirectes qu'elles reçoivent. Alors, ce seuil de 10 000 €, attention, il ne s'applique pas par don ou par opération de mécénat, il s'applique vraiment au niveau de l'entreprise mécène et par exercice fiscal. Donc, elle peut faire 3 dons de 5 000 €, elle aura un montant de 15 000 € de dons annuels, donc elle sera obligée de faire cette obligation, même si elle n'a pas fait un don supérieur à 10 000 €. Donc, c'est vraiment au global et par exercice fiscal. Alors, les entreprises qui sont concernées, ce sont toutes les entreprises qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, quelle que soit leur forme. Alors, pour les groupes de sociétés, petite précision, le seuil de 10 000 € s'apprécie par entreprise. Donc, c'est chaque entreprise du groupe qui est évaluée pour voir si elle fait plus de 10 000 € annuels. Si elle fait plus de 10 000 €, il faudra que la société mère fasse une déclaration pour cette entreprise en particulier. Et les opérations de mécénat qui sont concernées, donc ce sont les opérations qui ouvrent droit à réduction d'impôt. S'il n'y a pas de réduction d'impôt pour une raison quelle qu'elle soit, enfin, si l'entreprise décide de ne pas bénéficier de cette réduction d'impôt, il n'y a pas besoin de faire cette déclaration puisque le but, c'est vraiment de vérifier à quoi est utilisé l'argent dans le cadre du mécénat. Et sont concernés non seulement les dons en numéraire, mais également les dons en nature, incluant le mécénat de compétences. Donc, c'est vraiment le mécénat au sens large. C'est pour ça que ce seuil de 10 000 € en pratique est rapidement atteint. Merci Mathilde.
Tu peux passer, je pense, Oui, voilà. On arrive donc au terme de cette première partie. Est-ce que d'ores et déjà, peut-être vous avez des questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part dans l'onglet de conversation donc du chat. On y répondra avec plaisir. Si toutefois vous n'avez pas de questions, on va pouvoir passer donc à la seconde partie qui est dédiée à la valorisation de ces déclarations. De ces contreparties et de ces déclarations. Pour introduire cette partie, on voulait d'abord vous poser une question qui était quel type de contrepartie recevez-vous? Pour cela, je vais vous lancer un petit sondage. Si vous pouvez effectivement y répondre. Ces contreparties, on le sait, elles peuvent être très diverses. Hein. Ça peut être à la fois de la mise à disposition d'espaces, des places de spectacle, de billetterie, de musées, d'expositions. Ça peut être des actions de sensibilisation des collaborateurs. L'association vient dans votre entreprise présenter un projet. Évidemment, la mention du logo de l'entreprise, de la fondation, du fonds de notation sur les supports de communication. Mise en avant des produits de l'entreprise ou bien autres. Hein, il peut aussi y avoir autre. Dans ce cas, peut-être vous pouvez le préciser dans le chat, ce sera clair pour tout le monde. Je vous laisse un instant pour répondre. Je vois que les chiffres continuent à évoluer. Très bien. Alors, je vais pouvoir mettre fin au sondage, vous révéler les résultats. Voilà. Donc, évidemment, on observe que la plupart des mécènes, et on le verra dans cette partie, c'est vraiment les contreparties qui sont le plus généralisées, concernent la mention du logo de l'entreprise ou en tout cas son nom sur les supports de communication de l'association, enfin en tout cas de l'organisme bénéficiaire. Et puis ensuite, souvent des places de spectacle, de musées, d'exposition, donc de la billetterie. À 48% des actions de sensibilisation des collaborateurs donc en interne, à 38% de la mise à disposition d'espace. Par contre, effectivement, il y avait un petit piège dans cette question. La mise en avant des produits de l'entreprise n'est pas acceptable en tant que contrepartie, puisque, on le verra, mais si vous faites cela, ça peut être qualifié en tant qu'opération de parrainage. Donc, voilà, petite alerte malgré tout. Alors, je regarde également le volet des questions. Première question, qui estime la valeur des contreparties? Est-ce l'association? Mathilde, si tu veux répondre, mais on va effectivement l'aborder plus tard dans la présentation. Oui, c'est l'association bénéficiaire qui évalue les contreparties, mais ça fait justement tout l'objet des développements qui vont suivre. Voilà. Je pense, Mathilde, que tu peux… voilà. Alors, c'est intéressant effectivement de voir un peu les contreparties qui sont admises et qui montrent bien que toute entreprise mécène, et c'est normal, attend dans une certaine mesure des contreparties à son opération de mécénat. Alors, je le rappelle, donc on l'a vu tout à l'heure, j'ai mis de côté les contreparties vraiment purement symboliques qu'on évoquait, qui sont de l'ordre du remerciement pour… là, on va s'attacher vraiment aux contreparties qui vont être valorisables. Donc, ces contreparties valorisables, elles vont être soit immatérielles, donc c'est globalement tout ce qui relève de la communication, donc à laquelle il faut faire attention, on va le voir. Donc, c'est tout ce qui est mention du logo de l'entreprise. Ça peut être communication sur les réseaux sociaux, on va le voir aussi, mais à l'exclusion de tout message publicitaire. Sinon, en fait, si la contrepartie matérielle revient à vraiment mettre en avant l'activité de l'entreprise, en fait, c'est une prestation de pub et c'est plus une opération de mécénat. Et les contreparties matérielles, on va considérer comme étant des contreparties matérielles tous les avantages qui vont être reçus sous la forme d'un bien qui va être remis à l'entreprise mécène ou d'une prestation de service qui va lui bénéficier. À chaque fois, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la petite alerte, c'est qu'évidemment, la valeur de cette contrepartie doit bien rester disproportionnée par rapport à la valeur du don avec cet usage tolérance à hauteur de 25%.
Alors, sur les contreparties immatérielles, on va distinguer 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est clairement, il n'y a pas de message publicitaire, c'est de la communication institutionnelle. Ça va être le logo du mécène qui va être présent sur des supports de communication, par exemple sur le site internet de l'organisme bénéficiaire, mais il n'y aura pas de lien vers, par exemple, la boutique en ligne ou vers le site qui présente les produits, les produits ou les services de l'entreprise. Ça peut être des mentions sur les réseaux sociaux. Alors, attention, alors on n'a pas de jurisprudence, on n'a pas vraiment d'exemple de requalification après des contreparties qui ont consisté à faire de la promotion de l'opération sur les réseaux sociaux, mais en fait, le logo et le nom de l'entreprise mécène peut apparaître, mais ce qui doit être mis en avant tout, c'est la structure bénéficiaire. On va plutôt dire qu'une entreprise a soutenu telle association et ensuite, on va vraiment présenter ce que fait l'association, etc. Donc, c'est vraiment une mise en avant du bénéficiaire avec une mention du logo de l'entreprise mécène. Je vais revenir alors juste après à la valorisation de ces contreparties. Le deuxième cas de figure, c'est quand il y a vraiment un message publicitaire. Et alors là, on ne peut plus considérer que l'opération est du mécénat. On bascule dans du parrainage. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est s'il y a un lien vers le site marchand de l'entreprise, c'est si vraiment on met en avant les produits de l'entreprise. On a un arrêt qui est assez récent du Conseil d'État du 20 mars 2020, enfin de mars, oui, je crois que c'est du 20, justement, qui s'est prononcé sur cet exemple de contrepartie. Enfin, c'était une entreprise qui avait soutenu une association qui faisait la promotion du sport automobile féminin. Et donc, le logo de l'entreprise avait été mis sur les voitures des courses automobiles et sur un semi-remorque qui servait quand elles allaient faire des courses. Voilà. Donc, il y avait le logo de l'entreprise là-dessus. L'entreprise a considéré que c'était du mécénat, donc elle avait traité l'opération en mécénat. Elle avait eu un contrôle fiscal et l'administration avait considéré que ce n'était pas du mécénat, mais que c'était du parrainage. Et donc, il y a eu des allers-retours, il y a eu le tribunal administratif, la cour administrative d'appel est allée jusqu'au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a estimé que le juge devait apprécier si, en absence de cette opération, l'entreprise... en fait, est-ce que cette opération a eu un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise? Est-ce que ça lui a servi à mettre en avant ses activités? Est-ce que sans cette opération, il aurait fait le même chiffre d'affaires, etc. Donc, il va vraiment y avoir une appréciation a posteriori, donc c'est ça qui est compliqué, de l'impact de l'opération sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour la valorisation donc, des contreparties immatérielles, donc on va le voir après, mais la valorisation, elle relève bien de la responsabilité de l'association bénéficiaire. C'est très compliqué de valoriser une contrepartie immatérielle. On va mettre un logo sur une affiche, on va faire une publication sur un réseau social. Comment ça se valorise? C'est très, très compliqué. Et l'administration fiscale a proposé un barème. Un barème que j'avoue au départ, je n'ai pas compris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, on est bien dans le cas où on est dans du mécénat. Donc, on n'est pas dans une prestation publicitaire. On reste dans du mécénat, donc ça reste disproportionné. À côté de ces contreparties immatérielles, l'entreprise mécène, elle peut recevoir aussi des contreparties matérielles. Et du coup, il va falloir valoriser l'ensemble. Et en fait, plus la contrepartie immatérielle va avoir une valorisation haute, plus le reste des contreparties qu'elle va pouvoir recevoir va être réduit d'autant, parce qu'en fait, ça remplit la jauge au fur et à mesure. Et donc, si une entreprise mécène donc, reçoit des contreparties matérielles, donc des contreparties de communication, on va regarder en fait le rayonnement de l'organisme bénéficiaire et l'impact que cette communication va avoir. Si le rayonnement est purement local, vraiment à petite échelle, l'administration fiscale nous dit bah là, la contrepartie, elle vaut 0, la valorisation est nulle. Si le rayonnement est régional, on va considérer que la valeur de la contrepartie est de 5% du montant du don. Donc, ça veut dire que si on prend cette jauge des 25%, l'entreprise mécène peut avoir encore 20% de contrepartie matérielle à côté
de ces contreparties matérielles. Et quand la contrepartie est au-delà de la contrepartie régionale, donc plus au niveau national, voire international, on dit que la valeur maximale de cette contrepartie, c'est 10% du montant de la valeur du don. Et donc, si on a toujours ce référentiel de 25%, on peut avoir en plus de ces contreparties d'image des contreparties matérielles à hauteur de 15%. Il faut être extrêmement prudent et en cas de doute, vraiment la préconisation, c'est de faire la valorisation à la hausse pour être le plus prudent possible et pour en fait restreindre d'autant les contreparties matérielles qui pourront éventuellement être données à côté. Donc par exemple, le logo parfois il y a des affiches dans le métro, les grandes affiches, et il y a le logo des mécènes qui ont soutenu une structure particulière. Bah, ça, on va se dire oui, c'est local parce que c'est qu'à Paris. Mais en même temps, c'est dans le métro, c'est des grands panneaux publicitaires. Il y a beaucoup de monde qui prend le métro, pas que des Parisiens, etc., etc. Donc, on va plutôt privilégier, en fonction en plus du rayonnement de l'organisme, on va plutôt privilégier une valorisation à la hausse. Et moi, je dirais pour ce cas-là en particulier, une valorisation à hauteur de 10%. À côté des contreparties immatérielles, on a les contreparties matérielles. Alors là, la valorisation, elle est un peu plus simple parce que c'est tangible en fait. Et donc là encore, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est l'administration fiscale qui emploie ce vocabulaire qui n'est pas forcément toujours adapté. Donc c'est le cas où l'entreprise, où la contrepartie dont bénéficie l'entreprise fait l'objet d'une offre commerciale par l'organisme bénéficiaire. C'est-à-dire, par exemple, parce que c'est toujours le secteur le plus facile, dans le secteur culturel, si en fait une entreprise a soutenu un théâtre et qu'en contrepartie, le théâtre offre des places à l'entreprise mécène, la valeur de la contrepartie, ce sera la valeur des billets, du prix de vente des places de théâtre. Ça peut être également la mise à disposition d'un espace, donc pareil, une institution culturelle, un musée qui va mettre à disposition de l'entreprise mécène des espaces de réception. C'est une activité que d'autre part, elle peut faire pour augmenter ses ressources et donc elle aura sûrement un barème, un prix de location des espaces et donc ce barème va servir à valoriser la contrepartie. Le deuxième cas de figure, c'est la contrepartie ne fait pas du tout l'objet d'une offre commerciale par l'organisme bénéficiaire. Et donc, en fait, là, on va essayer de calculer le coût de revient de la prestation. Donc, par exemple, en contrepartie de son soutien, l'entreprise mécène va recevoir, voilà, l'association bénéficiaire va venir animer un séminaire de sensibilisation pour les équipes, voilà. Donc ça, c'est pas une prestation que l'association vend. Et dans ce cas-là, on va devoir calculer le coût de revient, donc le temps passé par l'animateur, les éventuels coûts de préparation, de support, de transport, etc. Donc c'est vraiment tout le coût de revient de la contrepartie qui doit être pris en compte et qui va servir de valorisation. Quelles vont être les contreparties à déclarer? Alors, les contreparties à déclarer, elles vont être… c'est toutes les contreparties qu'il faut déclarer, donc les contreparties matérielles et immatérielles. Donc, la mention du logo, on doit le déclarer. Les places de théâtre qu'on reçoit, on doit le déclarer, etc. C'est les contreparties aussi directes ou indirectes. Donc, ça, on va le voir juste après parce que l'entreprise, elle peut soutenir directement un bénéficiaire final, mais elle peut aussi verser, par exemple, à sa fondation d'entreprise qui, elle, reverse, etc. Donc, c'est les contreparties directes ou indirectes. On va le voir juste après. Ce sont également les contreparties utilisées ou non utilisées, c'est-à-dire que si, au départ, on s'était accordé sur le principe qu'il y aurait ces contreparties, peu importe que l'entreprise n'en profite pas, de façon effective, il faut quand même les déclarer. Et donc, c'est les contreparties aussi qu'elle a reçues ou au moment où elle fait la déclaration qu'elle a reçue ou qui vont être reçues. Voilà, c'est un peu le même principe que utilisé, non utilisé. Il y a un type de contrepartie qui n'a pas besoin d'être déclaré, en revanche, c'est les contreparties qui sont rétrocédées à un organisme d'intérêt général. Par exemple, une entreprise va pouvoir recevoir une contrepartie, mais elle va décider de ne pas l'utiliser et
en faire don ou le reverser, donc soit par exemple à sa fondation d'entreprise ou aux bénéficiaires de sa fondation d'entreprise ou à un autre organisme d'intérêt général. Donc, elle peut vraiment rétrocéder ses contreparties. Alors, sur cette rétrocession de contrepartie, ce n'est pas un don en nature qui fait l'objet d'une réduction d'impôt. Hein. On n'est pas dans le cadre là, du mécénat, on reverse juste les contreparties. Et dans ce cas-là, comme les contreparties ont été reversées, il n'y a pas besoin de les déclarer. Et alors, il y a juste une chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, on en a parlé au départ, donc c'est les contreparties symboliques, là, les contreparties de remerciement. Ça, l'administration fiscale, elle est muette là-dessus. Donc, on ne sait pas s'il faut les déclarer, mais par exemple, si on invite le mécène à participer à un conseil d'administration, bon, est-ce que c'est vraiment une contrepartie à déclarer? Enfin, on est un peu dans une zone grise. Bon, je ne sais pas. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de recul là-dessus. Mais c'est pas, de toute façon, c'est vraiment, comme je le disais, de l'ordre du symbole. Donc, c'est vraiment pas de nature à remettre en cause l'opération. Alors, un petit focus sur, je pense, un sujet qui vous intéresse, c'est l'existence d'une fondation d'entreprise ou d'un fonds de dotation qui est créé par l'entreprise, donc qui va jouer le rôle d'intermédiaire. Donc là, on voit notre schéma, donc on a notre entreprise mécène qui verse de l'argent à sa fondation d'entreprise, donc par le programme d'action pluriannuel ou à son fonds de dotation par la dotation. Bon. Et cette fondation d'entreprise, ou ce fonds de dotation, dans sa vocation redistributrice, va financer des organismes bénéficiaires externes. Et bien là, on est donc dans un schéma tripartite et les contreparties qui vont être données par les organismes bénéficiaires et vont devoir être déclarées. Donc, en fait, on va devoir déclarer le don qui est fait à la fondation d'entreprise. Et ensuite, la fondation d'entreprise va devoir indiquer les organismes bénéficiaires et ces organismes bénéficiaires vont devoir évaluer leur contrepartie. La contrepartie va revenir à l'entreprise mécène. Alors, le plus simple, en fait, c'est de prévoir une convention qui prévoit le reversement direct des contreparties à l'entreprise mécène pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, comme ça, on le prévoit déjà dans la convention entre la fondation d'entreprise et les organismes bénéficiaires, ou alors c'est une convention tripartite, une convention de mécénat globale. Et donc, on prévoit que les contreparties donc indirectes bénéficieront à l'entreprise mécène. Je l'ai déjà évoqué, mais la responsabilité des différentes parties prenantes dans l'obligation de déclaration. Donc, l'entreprise mécène, elle doit effectuer la déclaration qu'on a vue. L'organisme redistributeur, il doit communiquer à l'entreprise mécène l'identité des bénéficiaires finaux, la date et le montant des versements effectués, la nature et la valeur des contreparties reçues. Donc, quand il y a une fondation d'entreprise ou un fonds de dotation, c'est vraiment à lui d'informer en fait son entreprise mécène des organismes qui ont en pratique été financés. Et le rôle, la responsabilité du bénéficiaire final, c'est de valoriser ses contreparties. Et quand on est dans un schéma sans fondation d'entreprise au milieu, là, on est vraiment, c'est l'organisme opérateur qui valorise ses contreparties, c'est l'entreprise mécène qui effectue sa déclaration. Donc, voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Moi, je pense que j'ai terminé là-dessus. Peut-être, Mathilde, avant de passer à ces bonnes pratiques, on peut répondre à quelques questions qui concernent les slides précédentes. Ouais. Donc, première question à laquelle tu viens de répondre. Dostiane, la fondation permettant à l'entreprise de bénéficier du crédit d'impôt, est-ce que l'entreprise doit déclarer tous les dons faits par la fondation ? C'est ce que nous dit l'administration. Voilà. En fait, la présence d'un intermédiaire, c'est plus facile quand on a une fondation d'entreprise ou un fonds de dotation parce que les dons sont faits à cet intermédiaire qui va reverser. Mais en général, la fondation d'entreprise ou le fonds de dotation, il a un mécène unique qui est son entreprise. En revanche, si une entreprise fait un don à un organisme redistributeur qui n'est pas lié à elle, qui n'est pas son véhicule d'intérêt général, elle va être mécène parmi tant d'autres. Et là, on ne va pas pouvoir identifier, parce que l'argent, c'est fongible, donc on ne va pas pouvoir suivre et voir précisément quel organisme va être financé. Donc, dans ce cas-là, on déclare juste le don qui est fait à l'organisme redistributeur sans pouvoir identifier de façon précise les bénéficiaires. Une deuxième question qui concerne cette fois alors, un cas particulier qui est celui de la vente aux enchères
et de la limite des 25%. Je ne sais pas si tu la vois, Mathilde, dans le chat, je peux la lire également pour tout le monde. Alors non, je ne vois pas les... je vois cliquer sur converser et tu devrais arriver dans le chat. Ah oui. Donc, une question de Sabrina. Bonjour, dans le cas d'une vente aux enchères au profit d'une association, les règles sont-elles les mêmes? L'objet acquis doit-il avoir une valeur de maximum 25% versus l'enchère la plus haute pour que ce soit considéré comme du mécénat et non comme un achat? En fait, la vente aux enchères, il y a souvent une confusion entre qui est le mécène. Le mécène, souvent, ce n'est pas la personne qui achète, puisque la personne qui achète, elle a l'objet en contrepartie. En général, le vrai mécène, c'est celui qui donne les lots pour faire la vente aux enchères. Donc, ça peut être une entreprise qui va, je sais pas, donner des produits ou qui va offrir des prestations de services que des acheteurs vont pouvoir acheter. Ça peut être des artistes qui vont donner des œuvres. Mais en général, ce n'est pas la personne qui achète. Et souvent, il y a une confusion parce qu'on a l'impression que le donateur, c'est l'acheteur. Alors après, ça dépend parce que si la mise de départ des enchères, elle est 5 fois supérieure à la valeur du bien, là, on peut considérer que l'acheteur est le mécène. Et alors, il faut faire attention aussi, c'est que bon, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, le mécénat des particuliers, mais le mécénat des particuliers, il y a une double limite, c'est 25% du montant du don. Et en valeur absolue, la contrepartie ne doit pas être supérieure non plus à 60 ou 66 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est vite limité. Merci Mathilde. Maintenant, une question de Virginie. Pour la valorisation des contreparties immatérielles, est-ce qu'un simple logo sur un site internet d'une association qui a quand même un rayonnement national peut être équivalent à la présence d'un logo sur une campagne de communication nationale, donc affiches, réseaux sociaux, site internet, etc. Alors, c'est toute la difficulté. En fait, ce qu'il faut savoir, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est que ce barème qui est fixé par l'administration fiscale, il est récent, il date de l'année dernière. Donc, on a très peu de recul. On est un peu en phase d'expérimentation. En fait, ce barème, je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne l'ai pas compris au départ parce qu'en fait, ça me paraissait absurde que, par exemple, on ait deux donateurs, un donateur qui donne 100 et un donateur qui donne 10. Et ces deux donateurs vont voir leur logo affiché, avoir la même exposition. Et en fait, pour le mécène qui a donné 100, la valorisation sera de 5% par exemple. Et pour le montant qui a donné 10, la valorisation elle sera aussi de 5%. Et en fait, pour un même don, on aura la même contrepartie et cette contrepartie aura un montant différent. Donc, en fait, je pense que la logique, elle n'est pas dans la valeur absolue, elle est vraiment dans le… Vraiment de veiller à ce que les communications soient très encadrées. Et alors, je suis d'accord que la présence sur un site internet n'a pas le même impact que une vaste campagne de communication avec des affiches, etc. Mais si l'association a un rayonnement national, c'est l'approche de prudence pour éviter un éventuel redressement ou quoi que ce soit, c'est que ces contreparties soient valorisées à 10% pour éviter en fait de dépasser s'il y a des contreparties matérielles à côté. C'est vraiment une approche de prudence. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, je pense que ça fait écho à la question d'Isabelle qui dit effectivement qu'elle a du mal à comprendre comment on peut valoriser l'apparition d'un logo sur une affiche. De quels critères, en fait, ça dépend vraiment. Et elle dit effectivement que ça revient à monétiser la renommée d'un établissement ou d'un organisme. Oui, et je pense qu'en fait, on n'est pas… pour moi, l'objectif n'est pas… je ne suis pas l'administration fiscale, mais à mon avis, l'objectif n'était pas de donner une valeur économique à ces contreparties, mais à veiller à ce que les contreparties restent toujours contraintes. Et donc, on ne pouvait pas, en fait, avoir ce seuil des 25% qui ne s'applique qu'aux contreparties matérielles et de dire on peut avoir 25% de contrepartie matérielle et faire toute la communication qu'on veut à côté. Donc, je pense que c'est vraiment pour doser la jauge, mais ce n'est pas pour donner une valeur économique à ces opérations. Question maintenant de Célia qui demande quels organismes sont en charge de vérifier si les entreprises sont en règle par rapport aux contreparties.
Alors, en fait, ce n'est pas un organisme, c'est l'administration fiscale qui peut faire un contrôle et du coup, qui va regarder si les contreparties ne disqualifient pas l'opération de mécénat. Merci, j'enchaîne, hein, parce que je pense que c'est aussi cette partie qui va cristalliser beaucoup de questions. Une question cette fois de Morgane. Pour une fondation sous égide, l'entreprise n'a pas besoin de déclarer contrepartie des assos bénéficiaires de la fondation. Est-ce correct? Alors, pour la fondation sous égide, en fait, oui, la fondation sous égide, c'est un cas un peu particulier parce que elle n'a pas de personnalité morale et donc c'est sa fondation, c'est la fondation abritante qui a la capacité morale. Alors, il y a une tolérance pour les fondations sous égide où, en fait, c'est un peu pareil. Les fondations, on n'a pas toujours la possibilité d'identifier exactement quels sont les organismes bénéficiaires, parce qu'en fait, les fondations reconnues d'utilité publique, elles abritent plusieurs fondations sous égide, et donc l'argent, il y a différentes causes qui sont soutenues, etc. Donc, parfois, on ne peut pas exactement tracer de façon, voilà, c'est moins facile que pour une fondation d'entreprise qui n'a qu'un seul mécène. Et donc, effectivement, elle doit déclarer l'argent qu'elle fait à la fondation sous égide. Merci. En revanche, quand même, je complète ma réponse. C'est que si, par contre, l'entreprise donne de l'argent donne de l'argent à sa fondation sous égide et qu'ensuite la fondation sous égide reverse à des assos bénéficiaires qui donnent une contrepartie directement à l'entreprise mécène, il faut déclarer la contrepartie. Une dernière question de Célia qui pose la question de si par exemple la contrepartie arrive une fois que la convention a été signée et quelques mois plus tard l'organisme décide d'offrir des places de théâtre, comment cela se déclare-t-il? Comment on fait si le don a déjà été déclaré finalement et que la contrepartie vient dans un second temps? La contrepartie, il faut savoir si la contrepartie était prévue au départ ou pas, parce que si elle était envisagée mais qu'elle n'avait pas été effectivement donnée, dans ce cas-là, si la contrepartie n'avait pas été décidée au moment de la déclaration du don, de toute façon, on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas l'inventer. Le risque, c'est que si les contreparties sont données 2 ans après ou 1 an après et que pour une raison quelle qu'elle soit, l'administration fiscale s'en rend compte, ça risque encore une fois, c'est un peu contourner le système, donc ça risque de remettre en cause l'opération. La chose que je ne sais pas, c'est si on peut faire une déclaration rectificative. Merci Mathilde. Je propose qu'on poursuive donc notre présentation et puis ceux qui ont des questions, on continue de les poser dans le chat. De toute façon, on les abordera à la fin aussi de cet atelier. Effectivement, on l'a vu, hein, le sujet est un petit peu complexe au niveau de la valorisation des contreparties. Il y a quand même quelques bonnes pratiques qui existent. La première, c'est tout d'abord de conclure une convention de mécénat avec vos organismes bénéficiaires. Ça permet vraiment de poser le cadre et surtout d'évoquer la valorisation des contreparties via notamment un barème que vous pourriez inclure dans cette convention. Alors, les conventions, elles ne sont pas obligatoires, hein, mais c'est vraiment une bonne pratique. Et ce barème, évidemment, il doit vous être fourni par l'organisme bénéficiaire. Vous pouvez évidemment en discuter aussi ensemble, en faire de la pédagogie auprès de vos organismes bénéficiaires. On va en parler à la slide suivante. Mais c'est vrai que c'est un document vraiment de référence. Ce qui peut être intéressant également, c'est de construire, de diffuser un guide interne du mécénat d'entreprise ou une charte du mécénat. Voilà, il peut avoir différents termes, ce document. C'est un document qui va permettre de poser les règles pour l'ensemble des opérations de mécénat de l'entreprise. Et ça peut être intéressant, notamment dans le cas où plusieurs directions au sein de l'entreprise sont amenées à faire du mécénat ou alors même plusieurs filiales
que ce soit en France ou ailleurs. Et c'est vrai que ça peut permettre de mettre autour de la table la direction juridique et fiscale, les équipes en charge du mécénat, les déontologues aussi, s'il y en a, vraiment pour que ce soit un document partagé et d'unifier les règles au sein de l'entreprise. Tout ça, évidemment, ces bonnes pratiques, c'est pour faciliter les réponses au contrôle, pour montrer que vous avez mis en place des choses pour vous permettre de vous assurer de valoriser correctement ces contreparties et de limiter les risques de remise en cause des opérations de mécénat en partenariat ou en parrainage, par exemple. Tu peux passer, je pense, à la slide suivante. Parmi les autres bonnes pratiques qu'on cite, on l'a dit, hein, c'est effectivement la responsabilité des organismes bénéficiaires de valoriser les contreparties. Cependant, voilà, tous ne sont pas forcément au courant de cette nouvelle obligation déclarative. Elle est encore récente, c'est vrai. Selon leur taille également, ils n'ont pas forcément des personnes en interne qui sont chargées de mécénat, par exemple, responsables du mécénat ou de la collecte de fonds. Ça peut être intéressant que vous fassiez une sensibilisation auprès de vos organismes bénéficiaires, que ce soit évidemment dans vos échanges quotidiens avec eux, mais par exemple aussi en leur diffusant une fiche pratique qui va permettre de présenter l'obligation et puis aussi d'avoir un réel échange sur ces contreparties si vous décidez d'en avoir. Ça peut être intéressant également, et c'est vrai que c'est pratiqué par plusieurs fondations d'entreprises ou fonds de notation d'entreprise, de reverser de manière systématique ou pas les contreparties à d'autres organismes bénéficiaires. On l'a vu, hein, c'est le cas. Si vous faites ça, effectivement, vous n'aurez pas à déclarer du coup les contreparties que vous rétrocédez à un autre organisme sans but lucratif. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, pour compléter le sujet des conventions, on vous propose d'intégrer vraiment une clause dédiée à cette obligation dans vos conventions de mécénat. Alors, on vous a écrit effectivement un exemple de cette clause qui reprend donc le texte suivant. En application du 6 de l'article 238 bis du Code général des impôts, l'entreprise mécène qui effectue au cours d'un exercice fiscal plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à réduction d'impôt doit déclarer à l'administration fiscale le montant et la date des dons et versements, l'identité des bénéficiaires, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement en contrepartie. Et bien de rappeler par la phrase suivante, la valorisation des contreparties est effectuée par le bénéficiaire qui s'engage à communiquer la valeur des contreparties d'image ainsi que des biens et services accordés à l'entreprise au titre de la présente convention. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous assurer que voilà, ça soit clair pour tout le monde et que la responsabilité est bien portée par le bénéficiaire, même si évidemment vous pouvez l'accompagner, le conseiller dans cette valorisation. Voilà, je regarde donc s'il y a d'autres questions qui ont émergé. Voilà, une question de Claire Mathilde. Une fondation familiale peut-elle bénéficier de contreparties? Alors, une fondation familiale, une fondation familiale, c'est pas une forme juridique. Donc, une fondation familiale, j'imagine, créée à l'initiative d'une famille. À partir du moment où elle fonctionne conformément à l'intérêt général, elle peut bénéficier de contrepartie. Donc, alors, peut-être qu'il faut, je veux bien si vous pouviez peut-être préciser votre question. Est-ce que c'est une fondation familiale qui a vocation à soutenir d'autres associations bénéficiaires et dans ce cas-là, elle verse de l'argent à d'autres associations et elle peut tout à fait bénéficier des contreparties dans les mêmes conditions que n'importe quel autre organisme. Donc voilà, en fait, ça dépend un petit peu. La fondation familiale, ça peut être une fondation reconnue d'utilité publique, ça peut être un fonds de dotation, ça peut être une fondation sous égide, mais il n'y a pas de spécificité liée au fait qu'elle ait été créée à l'initiative d'une famille. Elle n'est pas dans un régime dérogatoire au mécénat, ça fonctionne exactement de la même façon. Merci Mathilde. Autre question de Célia. Dans le cas d'une fondation d'entreprise, est-ce que finalement on doit valoriser le fait que le logo de la fondation est présent sur le site de l'entreprise, puisque c'est aussi un organisme à but non lucratif?
C'est une très bonne question à laquelle alors l'administration fiscale n'y a pas répondu en tant que telle, mais on y a un petit peu de doctrine et de littérature là-dessus. Et bizarrement, a priori, non. En fait, on a le fait que l'entreprise donne son nom à son organisme d'intérêt général, a priori, c'est pas envisagé par l'administration fiscale comme étant une contrepartie, donc ça n'a pas à être valorisé. Mais en tout cas, la question s'est déjà posée, enfin, on se l'est déjà posée. Et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, donc le dispositif est récent, on n'a pas beaucoup de recul et même l'administration le considère vraiment comme expérimental. Donc il y a probablement des choses qui vont être ajustées au fur et à mesure que les retours d'expérience arrivent et vont être complétés, rationalisés, etc. Donc peut-être que ça changera là-dessus, mais en tout cas, en l'état actuel des textes, a priori, non. Merci. Je prends également la question d'Alicia, puisque ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va évoquer dans les slides suivantes. En cas de rétrocession des contreparties à un autre organisme, faut-il le prévoir dès la convention de mécénat ou est-ce totalement informel? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un accord oral avec le partenaire associatif qui ensuite gère en direct avec l'autre bénéficiaire? Alors, le fait de le prévoir en amont dès la convention n'est pas une obligation, donc ça va pas être. C'est pas parce qu'on l'a pas prévu dans la convention qu'on va pas pouvoir le faire après. Si on le sait déjà, ça peut être bien de l'anticiper parce que comme ça évite toute ambiguïté et on sait déjà que ces contreparties seront rétrocédées à un organisme d'intérêt général. Et donc, si jamais c'est pas prévu dans la convention et qu'on veut quand même le faire, est-ce totalement informel? Moi, j'aime pas trop ça. Et je pense qu'il vaut mieux quand même le formaliser, ne serait-ce que par des échanges d'emails ou quelque chose, qu'on ait une trace écrite pour justifier du fait qu'on n'a pas déclaré cette contrepartie. Et donc, comme ça, on a des écrits qui permettent de justifier qu'on l'a rétrocédé à un organisme d'intérêt général. D'accord. Également, je prends la question de Bérénice. Pour les conventions pluriannuelles en cours, donc celles qui ont été finalement faites avant cette obligation, conseillez-vous de rédiger des avenants mentionnant les contreparties et donc d'ajouter cette clause aux conventions? Alors, ça dépend. En fait, les conventions de mécénat, de toute façon, c'est une bonne pratique à instaurer, mais ce n'est pas une condition de validité de l'opération. Donc, en fait, il y aura pas ça ne sera pas une faute si l'avenant n'est pas, si la clause qu'on proposait n'était pas prévue dans ces conventions. Après, ça peut être bien parce que ça permet de sensibiliser aussi les organismes bénéficiaires au fait qu'ils ont vraiment un rôle actif et moteur à jouer dans la valorisation des contreparties. Donc, ça peut être vraiment ça peut être l'opportunité de les sensibiliser à ça, en fait. Donc, à cet égard, ça peut être une bonne pratique et ça peut être conseillé, oui. Une dernière question pour cette partie de Xavier. Est-il pertinent d'établir une convention de mécénat pour des dons en nature ponctuels des associations, donc qui ne font pas forcément, j'imagine, l'objet de contrepartie, mais voilà. Est-ce que c'est pertinent d'avoir une convention? Alors, la convention de mécénat donc, est pas du tout obligatoire. Donc, en fait, ça dépend en fait de l'enjeu. S'il n'y a pas du tout de contrepartie, si c'est juste effectivement un don ponctuel ou en une fois, c'est-à-dire qu'il ne s'étale pas dans le temps, on n'est pas obligé de faire une convention de mécénat. Toutefois, c'est toujours quand même bien d'avoir un écrit, ne serait-ce que des emails, pour montrer en fait pour prouver la réalité du don, parce que même si c'est un don en nature ponctuelle, alors ça dépend aussi, est-ce qu'on parle de dons en nature qui font l'objet d'une réduction d'impôt au titre du mécénat, parce que dans ce cas-là, il faut absolument garder une trace de ce don, puisqu'on applique une réduction d'impôt sur la valeur de ces dons. Moi, je trouve que la convention de mécénat, ça peut être vraiment très simple à structurer. Donc, c'est vraiment une bonne pratique qui permet d'anticiper pas mal de difficultés et qui, en cas de contrôle, vous donnez vos conventions de mécénat à l'administration. Et en fait, elle a tout l'historique de ce qui s'est passé. Je prends cette dernière question et ensuite la question de Morgane, je pense qu'on l'évoquera à la fin. Est-ce que tu peux revenir, Mathilde, sur la valorisation du mécénat de compétences? Apparemment, ce n'est pas très clair pour tout le monde. Alors, le mécénat de compétences,
ça prend deux formes. Ça prend soit la forme d'une prestation de service qui est réalisée gratuitement par une entreprise mécène, soit ça prend la forme d'une mise à disposition de personnel d'une entreprise mécène à un organisme bénéficiaire. Quand on est dans le cadre d'une prestation de service, le mécène, alors juste quand on fait un don en nature comme du mécénat de compétences, là, ce n'est pas l'organisme bénéficiaire qui est en charge de la valorisation, c'est bien l'entreprise mécène. Donc, quand le mécénat de compétences est une prestation de service, l'entreprise mécène va la valoriser et la règle de valorisation, c'est que le montant du don, c'est la valeur, c'est le coût de revient de la prestation de service. Donc, ce n'est pas la valeur à laquelle elle aurait vendu cette prestation à un client avec sa marge, etc. C'est vraiment combien ça lui coûte pour réaliser cette prestation. Donc, il y a en général des nomenclatures internes pour évaluer le montant, le coût de revient de la prestation. Et quand on est sur une mise à disposition de personnel, qui est un dispositif encadré par le Code du travail, la valeur du mécénat de compétences revient au salaire et charges du salarié mis à disposition pour le prorata du temps auquel il est mis à disposition. Voilà. Merci Mathilde. Je propose qu'on passe à la partie suivante, donc dédiée à la déclaration, puisqu'il y a eu plusieurs questions là-dessus. Donc ça arrive, la déclaration et le formalisme associé. Qui est la partie la plus fun, comme on va le voir. Alors, dans quel délai réaliser la déclaration? En fait, la déclaration dont on parle, ce n'est pas une déclaration spécifique qui doit être faite de manière autonome. C'est une déclaration qui se fait dans le cadre de la déclaration annuelle de résultats de l'entreprise. En fait, quand l'entreprise fait sa déclaration d'impôt annuelle, maintenant, il y a un nouvel onglet qui l'oblige en fait à déclarer ses dons, les contreparties, etc., tout ce qu'on a vu. Donc, c'est bien à l'entreprise de faire cette déclaration et ce n'est pas du tout à la fondation d'entreprise ou au fonds de dotation de l'affaire. Donc, c'est vraiment en même temps que la déclaration d'impôt de l'entreprise. Donc, quand on est sur un exercice clos au 31 décembre, c'est dans les délais habituels, donc le deuxième jour suivant le 31 mai. Ou quand l'entreprise clôt son exercice en décalé, c'est dans les 3 mois suivant la clôture. Petite précision, on l'a vu tout à l'heure, en fait, le mécénat, il est plafonné. En fait, si le montant du don dépasse 20 000 € ou 0,5% du chiffre d'affaires, on ne peut plus bénéficier de la réduction d'impôt sur l'excédent. Mais l'entreprise qui aurait du coup consommé tout son crédit de mécénat pour une année peut reporter l'excédent sur l'année supplémentaire. Et donc, elle peut être amenée à scinder son don en deux. Et en fait, la fraction qu'elle va reporter pour l'année suivante, on ne va pas le prendre en compte pour apprécier le seuil des 10 000 €. Donc, par exemple, si elle a un excédent de, disons, 25 000 € qui ne rentre pas dans la réduction d'impôt de la première année, qu'elle décide de les verser l'année suivante et qu'elle ne fait pas d'autres dons, elle n'aura pas de nouvelle déclaration à faire parce qu'en fait, elle aura déjà tout déclaré sur la première année. Et ce n'est pas du coup repris en compte pour l'année suivante. Je ne sais pas si vous êtes confronté à ce cas de figure. Enfin, c'est vraiment un cas très particulier pour vraiment les entreprises qui sont au taquet de la réduction d'impôt. Alors ça, c'est la tête du formulaire. Voilà. Qui se trouve sur les sites impôts.gouv, etc. Donc là, on va vraiment remplir l'identité de l'entreprise, donc tout ce qui est, voilà, c'est un peu la carte d'identité de l'entreprise. Donc là, c'est pas spécifique. Et juste, je note que du coup, c'est en haut à droite du formulaire, on vous a entouré le numéro de ce formulaire spécifique. Voilà. Enfin, spécifique de la déclaration d'impôt. Et ensuite, donc, il y a une zone qui est relative à la réduction d'impôt. Donc, il faut indiquer le montant des dons qui vont être réalisés. Donc, des dons au sens large, donc pas que des dons financiers, c'est aussi des dons en nature. Et en dessous, on indique ceux qui sont faits
à des pays qui sont situés dans l'Union européenne ou au sein de l'espace économique européen. Donc là, à ce stade, on n'indique que le montant du don global. Et ensuite, il y a la déclaration complémentaire des annexes, la déclaration complémentaire des contreparties reçues, donc qui figure en annexe, donc qui est annexée à ce formulaire, qui là est beaucoup plus détaillée. Donc il y a plusieurs lignes et on doit en fait faire une déclaration qui est très pointilleuse. Donc à chaque fois le montant du don, la date du versement. Et alors, les premières colonnes là, du milieu, à gauche du trait rouge, donc ça, c'est vraiment le bénéficiaire final. Donc, l'association qui, in fine, va bénéficier du don. Et ensuite, entre les deux traits rouges, là, c'est l'identité de l'organisme intermédiaire. Donc, si c'est votre fondation d'entreprise, il faut réécrire à chaque fois, donc c'est la fondation d'entreprise. Et à la fin, on aura sur la dernière colonne la valeur de la contrepartie reçue, donc qui est déterminée et évaluée selon les modalités qu'on a étudiées tout à l'heure. Voilà, un peu comment ça se présente cette obligation. Donc effectivement, là, on va pour identifier de façon précise. Donc c'est ça aussi, il faut identifier le numéro SIREN ou RNA de l'organisme bénéficiaire. Il faut vraiment permettre à l'administration fiscale d'avoir une vision réelle de qui est le bénéficiaire de l'organisme. Et donc, c'est la même chose pour l'organisme bénéficiaire. Voilà. Et ensuite, là, la valeur de la contrepartie. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'entreprise est défaillante à réaliser cette déclaration ? En fait, elle a une déclaration de 1 500 € d'amende, mais qui n'est pas spécifique pour la déclaration des contreparties, qui est relative à l'absence de déclaration d'impôt, en fait. Donc ça, c'est la sanction globale. Et ensuite, il y a une sanction, une amende de 15 € par omission ou de 15 € par erreur, qui a priori s'applique ligne par ligne, donc ça peut aller vite, sachant que le montant des amendes est plafonné à 10 000 €. Mais au-delà de la sanction vraiment économique ou de l'amende, ce qui est risqué par l'entreprise mécène, c'est vraiment d'attirer l'attention de l'administration fiscale si elle est défaillante à remplir ses obligations déclaratives. Ça va être suspicieux et on n'est pas à l'abri aussi qu'en fonction de l'exposition de l'entreprise mécène, qu'il y ait des fuites dans la presse, ce genre de choses. Donc, il peut y avoir un risque réputationnel pour l'entreprise mécène. Donc, voilà principalement les sanctions et risques auxquels sont exposées les entreprises. Alors, peut-être une petite synthèse de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Alors, je sais que c'est dense. En plus, c'est un dispositif qui est récent sur lequel on a peu de recul. Donc, ce n'est pas forcément toujours évident. Ce qu'il faut retenir, donc, quelles sont les entreprises concernées? Donc, ce sont toutes les entreprises assujetties à l'IS ou à l'IR, donc à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, donc, qui payent leurs impôts en France indépendamment de leur forme. Quels sont les dons et versements concernés? Ce sont absolument tous les dons, en numéraire, en nature, mécénat de compétences, etc. À partir de quel montant de dons l'entreprise doit faire une déclaration? Donc, c'est à partir de dons sur une valeur globale de dons sur un exercice fiscal de 10 000 €. Sur les contreparties, donc, quels sont les différents types de contreparties reçues par l'entreprise? Donc, on a les contreparties purement symboliques, donc ce qui relève du remerciement, qui sont un peu à part. Et ensuite, on a les contreparties valorisables, qui peuvent être matérielles ou immatérielles. Donc, comment les valoriser? Donc, les contreparties matérielles et immatérielles sont valorisées. Donc, on l'a vu. Si les contreparties matérielles font l'objet d'une offre commerciale, c'est le prix de vente de ces contreparties. Sinon, c'est au coût de revient. Et pour les contreparties matérielles, on va regarder le rayonnement de l'organisme et l'intensité un peu de la campagne, même si c'est subjectif et je sais que ce n'est pas facile à faire en pratique. Et donc, ça va être valorisé entre 0 et 10% maximum. Si on tombe dans une prestation de publicité, là, on bascule, on n'est plus dans le cadre du mécénat. Voilà.
Quelles sont les contreparties à déclarer? C'est absolument toutes les contreparties qu'il faut déclarer, sauf celles qui sont rétrocédées à des organismes sans but lucratif. Quelles sont les bonnes pratiques pour les entreprises mécènes? Donc, Oriane l'a évoqué. La convention de mécénat, c'est vrai que ça permet de tout anticiper. Ça permet d'inscrire la valeur, ça permet de déterminer les contreparties, ça permet de valoriser aussi le don quand c'est un don nature, les modalités d'utilisation des contreparties extra. Donc, c'est vraiment une bonne pratique à mettre en œuvre. Un guide interne du mécénat, quand le mécénat est fait par diverses directions au sein de l'entreprise, ça permet aussi d'harmoniser et que tout le monde ait le même référentiel avec, par exemple, des contrats types à appliquer. Troisième bonne pratique, ça peut être sensibiliser effectivement les associations bénéficiaires elles ont un rôle très important parce que c'est elles qui valorisent les contreparties sans cette valorisation, il n'y a plus de mécénat d'entreprise possible. Donc, c'est vraiment à elles de travailler. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais la mise en place d'un barème de contrepartie peut être une bonne chose. Donc, il y a quelque chose d'objectif. En plus, c'est un barème qui sera fixé objectivement et non par opération et qui permet de fluidifier l'octroi des contreparties. Et enfin, donc, sur la déclaration délai et formalisme, quels éléments doivent figurer dans la déclaration? Donc, c'est la date et la valeur des dons, l'identité des organismes bénéficiaires, la valeur et la nature des contreparties qui sont reçues et la désignation des éventuels organismes intermédiaires. Et quelles sanctions sont prévues en l'absence de déclaration? Donc, la sanction, c'est l'amende globale de 1 500 € en cas de défaillance et ensuite une amende de 15 € par omission ou erreur sur la déclaration. Voilà, en résumé. Alors, je crois qu'il y a pas mal de questions. Merci beaucoup, Mathilde. Alors, il y a quelques questions. Effectivement, je propose peut-être que Morgane, on te réponde dans un mail à part parce qu'on arrive déjà quasiment au terme de cet atelier, mais on répondra à ta question évidemment. Je regarde Alicia, tu nous livrais un update sur le sujet du mécénat de compétences pour des entreprises, institutions publiques. Est-ce possible? À quelles conditions? Y a-t-il des modalités spécifiques et quel est le formalisme? Donc, sur le mécénat de compétences dans les institutions publiques. Donc, c'est quand le mécène est une institution publique. C'est le sujet dont on avait déjà parlé plus tôt dans l'année. Alors, je n'ai pas d'update particulier par rapport à ce qu'on s'est dit. En fait, le mécénat, c'est un dispositif fiscal. Donc, c'est vraiment quand la personne qui fait le don, l'institution qui fait le don, paye des impôts qu'on rentre dans le cadre du mécénat. Mais si c'est une institution qui ne paye pas d'impôts, il n'y a pas de mécénat par essence possible puisque c'est un dispositif fiscal. En fait, il n'y a pas d'évolution par rapport à nos discussions du printemps, je crois, sur le sujet. Et une question également d'Alexandra. Bonjour, même rétrocédé, doit-on intégrer les contreparties dans le maximum des 25% hors déclaration? Bonne question. Une approche prudente, je tendrais à dire que oui, avec l'approche la plus prudente possible pour éviter tout dépassement. En fait, ça dépend si dès le départ, l'entreprise mécène entend les rétrocéder. Parce que je pense que si dès le départ, c'est écrit dans la convention de mécénat que l'entreprise mécène fera bénéficier des organismes d'intérêt général de ces contreparties, je pense que ce n'est pas de nature à remettre en cause le mécénat. Donc, il faut vraiment que ce soit anticipé. En tout cas, ça peut se défendre. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait dépasser ce seuil des 25% si on prévoit dès le départ que l'ensemble des contreparties sont rétrocédées. Bon, ça peut se défendre. Mais l'approche prudente, c'est quand même de rester dans le cadre des 25%. Merci beaucoup, Mathilde. Je pense qu'on peut conclure ce temps de questions-réponses. Et puis, comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous contacter par la suite si vous avez des questions sur ce sujet. Je précise également qu'on va diffuser une fiche pratique dédiée qui reprendra les principaux enseignements de cet atelier dans les prochains jours. Également, le replay vous sera transmis
via un lien. Peut-être Mathilde, pour conclure donc, cet atelier, passer sur les prochains temps forts de notre réseau, à savoir le 10 décembre, donc de 9h30 à 11h30, on organise avec Enactus Organisation un atelier de co-création, donc qui est un format assez inédit, très interactif, donc en ligne évidemment pour se conformer aux règles sanitaires, mais très participatif avec l'usage d'un outil collaboratif pour évoquer tous vos enjeux, vos difficultés que vous avez en temps de crise, donc vos pratiques de mécène. On espère vraiment beaucoup d'échanges lors de cet atelier et également une intervention de Altruisme Efficace France. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils ont une approche assez intéressante du mécénat et de la générosité. Et surtout, ça sera pour vous l'occasion de co-construire la vie de Réseau 2021, donc tous les événements qu'on va vous proposer l'année prochaine. Donc, pour vous inscrire, le lien qui est transmis par Clément dans la conversation et puis également sur la slide ici. Et alors, pour nous, un sujet beaucoup plus terre à terre, le 11 décembre, sur l'organisation des organes de gouvernance en période de crise sanitaire. Donc, comment pérenniser la vie institutionnelle de la structure. Donc, quelles règles pour réunir le conseil d'administration ou l'assemblée générale à distance, etc. Donc, n'hésitez pas. Alors, pour recevoir le lien d'inscription, donc n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un email. Donc, voilà, c'est un petit webinaire d'une demi-heure le 11 décembre et on fera également une fiche, une infographie sur le sujet ensuite qu'on pourra vous envoyer si vous le souhaitez. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous. On a un petit peu dépassé. Merci pour votre participation, pour toutes ces questions. J'espère que ça vous a été utile et on vous donne rendez-vous donc très bientôt pour nos prochains événements. À bientôt et bonne journée. Merci à tous. Au revoir.